Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 15 octobre 2019. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Double plainte ce matin dans l'affaire des 94 milliards dans laquelle Mamour Diallo et Ousmane Sonko sont cités. Maître El Hadji Diouf et Frappe France Dégage ont presque concomitamment déposé plainte auprès du procureur de la République. L'unique session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce matin. Le bureau a été renouvelé. Les deux présidents de commission nouvellement créés ont été aussi élus. Des changements sont notés au niveau des postes de vice-président. Le président de l'Assemblée, Moussa Fagnas, a prôné l'aplatissement de toutes les divergences. À 48 heures du Grand Magal, tous les chemins conduisent à la ville sainte où affluent des centaines de milliers de fidèles pour marquer le 18 Safar. Plus de 1000 journalistes et techniciens de la communication assurent la couverture de l'événement. Une délégation du groupe E-Media Invest a été reçue par le khalife général. Le cadastre constitue comme la seule vraie sécurité pour les familles. Les Sénégalais ont un rêve en commun, devenir propriétaires de leur maison. Dans le cadre des 100 000 logements sociaux construits par l'État, le ministre de l'Habitat a procédé à la visite des premières maisons témoins à Noto-Djobas ainsi qu'à Mont-Roland. Le développement de tous ces titres, c'est dans un très court instant. Beaucoup de Sénégalais se demandent comment une affaire est susceptible d'engager 94 milliards alors que leur quotidien est souvent long comme un jour sans pain. En tout état de cause, l'histoire a pris ce matin une nouvelle tournure avec une double plainte déposée auprès du procureur de la République. Le mouvement France Dégage se plaint contre Mamour Diallo, Tahirou Sarr et leurs acolytes supposés. Au même moment, l'autre partie a lancé une plainte contre Ousmane Sonko. C'est un reportage de Omar Khan et de Augustin Manda. Le procureur de la République a du pain sur la planche. Deux plaintes viennent d'atterrir sur son bureau concernant l'affaire des 94 milliards. D'abord, celle des membres de Frappe France Dégage contre Mamour Diallo, Tahirou Sarr et leurs complices présumés de détournement de deniers publics et faux en écriture publique. La dénonciation contribue au déclenchement des poursuites, à l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction. En conséquence, nous avons porté à l'endroit du procureur cette lettre de cette plainte en dénonciation sur l'affaire des 94 milliards pour que nous, tous citoyens sénégalais, soyons éclairés et pour que les auteurs de ces infractions-là et complices soient traduits en justice. Pour les camarades de Guy Marius Sagna, le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui blanchit Mamour Diallo n'est qu'une farce. La commission a tenté de l'absoudre en parlant de façon scandaleuse de compétences liées, ce qui constitue un désastre car un fonctionnaire ne peut signer aveuglement. On peut être blanchi par l'Assemblée nationale, politique et partisane, mais condamné par la justice. La commission d'enquête parlementaire n'est ni une juridiction, ni une autorité administrative. Au même moment, les avocats de Mamour Diallo se dirigeaient vers le bureau du procureur. Maître El Hadji Diouf et ses collègues ont déposé une plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Le premier motif, c'est la diffamation. Ce sont des allégations mensongères tendant à nuire à une personne, tendant à nuire à son honneur, sa considération, sa dignité. Et quand un haut fonctionnaire est accusé d'avoir détourné 94 milliards, il a une famille, il a une carrière. C'est véritablement ici l'intention de faire mal, donc de nuire. C'est ça la définition de la diffamation. Maintenant, comme vous le savez, il y a aussi la diffusion de fausses nouvelles. C'est des nouvelles qui peuvent saper le moral des populations,
des nouvelles qui peuvent entraîner, un soulèvement populaire. Si l'on en croit Maître El Hadji Diouf, l'emprisonnement du leader de PASTEF est imminent. Il dit que oui, l'État va me coller la division de forces et là-bas c'est le mandat de dépôt. C'est vrai. Donc ne soyez pas surpris que Sonko aille en prison. Le moins que l'on puisse dire est que les deux parties se regardent en chien de faïence. En témoigne cet incident qui s'est produit devant le tribunal. Moustapha Niasse, lui, ne veut plus d'histoire et ne veut plus entendre ni anathème ni philippique pour s'inscrire dans le sillage de la décrispation politique en cours dans le pays depuis le 27 septembre dernier. Le président de l'Assemblée nationale implore notamment une totale cohésion dans l'hémicycle. L'appel semble avoir été bien compris par les parlementaires. C'est un sujet de Cheikh Hassan Fall ainsi que Séléman Diallo. L'apaisement du climat social et le rapprochement entre les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall doivent servir d'exemple aux députés. Pour Moustapha Niasse, il faut s'unir pour bien jouer son rôle. Nous sommes capables d'aller ensemble, la main, dans le respect de la diversité qui enrichit la démarche humaine. Je suis persuadé qu'ensemble, aujourd'hui comme demain, nous allons nous évertuer à remplir nos missions respectives dans la rigueur, dans l'ouverture partagée, dans la sauvegarde soucieuse et permanente de l'intérêt général. Un appel reçu et apprécié par les députés de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition. Je dois dire qu'il y a un climat aujourd'hui de détente, il y a un climat de décrispation qui souffle dans le Sénégal. Et il faut que tous les Sénégalais s'en félicitent. Quand on ouvre une nouvelle page, peut-être qu'on doit avoir un nouveau comportement. Et cela veut dire que peut-être on repart sur de nouvelles bases. Venu présider la première séance plénière de la session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour prêcher la cohésion au sein de l'hémicycle. Le bureau de l'Assemblée nationale a donc été renouvelé ce matin au cours de sa séance ordinaire. Des changements sont apparus à l'issue d'une élection qui a vu aussi bien des entrées que des départs du bureau. Cheikh Tidiane Gadio et Mam Yaye Albis prennent les places de Abdou Mbow et de Awa Gueye à titre d'exemple. Dans le landerneau politique ces temps-ci, on trace beaucoup de plans sur la comète pour ce qui concerne le Parti socialiste. Après l'élargissement de Khalifa Sall, l'hypothèse du retour au bercail n'est plus écartée. Le maire de la Médina n'écarte pas la reconstruction de la famille socialiste. Bamba Fall édulcore cependant en précisant que le contexte ne s'y prête pas encore. Bamba Fall s'est exprimé tout à l'heure au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Mafal Fall. En politique, on ne dit jamais jamais. Le Parti socialiste est fait de séparation et de retrouvailles. Mais le problème, c'est que le contexte n'est pas le même. Actuellement, on est dans un contexte où une partie du Parti socialiste est dans la majorité présidentielle. Une autre partie est totalement dans l'opposition radicale. Donc, ça revient à une question d'intérêt. Ces gens-là, pour leur fromage, ne quitteront jamais le pouvoir. Et d'autres aussi, pour leurs intérêts futurs et pour la survie du parti, ne seront jamais dans la majorité présidentielle. Donc, ce n'est pas pour demain. On peut se retrouver, avoir de bonnes relations entre socialistes, mais l'objectif d'un parti, c'est la reconquête du pouvoir. Et une partie du PS ne le voit pas comme ça. Et une autre partie du PS veut un candidat socialiste et un futur président socialiste. On peut envisager petit à petit, n'est-ce pas, à resserrer les rangs, mais cela mérite beaucoup de sacrifices. Et loin des agitations, milliers de journalistes et techniciens vont assurer la couverture médiatique de l'édition du Magal 2019. Ils sont accrédités par la Commission culturelle et communication sur le plan
hébergement et restauration. Les dispositions sont également prises pour un séjour parfait. Nous y reviendrons. La direction générale du groupe E-Media Invest a été reçue par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. La visite de courtoisie s'inscrit notamment dans le cadre du Grand Magal prévu après-demain. La délégation d'E-Media Invest s'est également rendue chez le porte-parole du Khalife et auprès de Serigne Abdou Karim Mbacké à Nindi. C'est un reportage sur place d'Amago Robernian ainsi que Babacar Ndiaye. Reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, la direction générale de E-Media Invest a profité de l'occasion pour solliciter des prières pour l'ensemble du groupe. Après cette étape, la délégation a été chez le porte-parole du Khalife général, Serigne Bassirou Abdou Khadre. Dans la grande salle de la résidence remplie de monde, Serigne Bass a salué le professionnalisme des responsables du groupe, qui selon lui ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, je salue les relations fraternelles qui nous lient. Et ces relations datent de plus d'une décennie et elles restent toujours cordiales. Je n'ai jamais entendu que vous avez tenu des propos déplacés à l'endroit d'une personne. Le constat est là, vous exercez correctement votre métier et c'est très important. Après la résidence Khadim Rassoul, la délégation a également fait un tour à Ndindi chez Serigne Abdou Karim Mbacké. Le chef religieux a salué lui aussi le professionnalisme du groupe et formulé des prières à son endroit. On est très satisfait de cette visite du groupe E-Media Invest et on a une confiance totale envers vous. Sachez qu'on n'a pas d'inquiétude parce que vous êtes des professionnels et vous délivrez des messages de paix. La délégation de E-Media Invest s'est également rendue à la grande mosquée de Touba. À l'intérieur de ce lieu de culte, les membres de la délégation se sont recueillis devant le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Dakar se vide de sa population et au lendemain de l'affaissement d'un balcon dans la Médina qui a causé la mort d'une personne, une polémique est en train de se diffuser au sujet des bâtiments et établissements de la commune qui ont été frappés de péril. Parmi 64 bâtiments incriminés, le maire Bamba Fall y a inclus aussi l'école élémentaire Alassane Ndiaye Alou. Le responsable de la dite école a démenti cette information. L'établissement souffre en revanche aussi bien d'insécurité que d'insalubrité. C'est un reportage de Tidiane Sissé. Des immeubles à la Médina, rue 29, angle 28, et même l'école élémentaire Alassane Ndiaye dit Alou. Ce sont là quelques-uns des bâtiments recensés par la mairie de Médina. Leur point commun, ils menacent tous ruine. Un argument qui ne convainc pas le directeur de l'école élémentaire Alassane Ndiaye dit Alou. Le problème fondamental que j'ai constaté ici est loin d'être un problème de sécurité des bâtiments ou des locaux. L'an passé seulement, le service civique national est passé. Il y avait de petits problèmes de sointage lors des pluies. Ces experts ont constaté que non seulement ces bâtiments-là sont solides, comme ça, mais ils peuvent encore supporter 6 étages. Je comprends ce directeur, il est venu il y a une semaine. Avec le logement qu'il a en haut, quittant la brousse, il est content. L'année dernière, on a évacué des élèves à qui l'affaissement avait au moins créé des problèmes sur la tête, des blessures. Ce qu'il ne veut pas entendre, c'est que quitte le logement, on ferme l'école, avant qu'il ne retourne à la brousse. C'est pourquoi il te dit ça. Depuis un peu moins d'un an, la mairie de la Médina a enregistré une liste de 64 bâtiments qui menacent ruine pour alerter les autorités compétentes. Mais depuis, aucune réaction. Ces 64 bâtiments, à tout moment, peuvent s'affaisser. Cette liste que vous voyez là, je l'ai envoyée au préfet de Dakar, au sous-préfet de Dakar, je l'ai envoyé même au ministre de l'Urbanisme.
leur disant que, avant de parler d'épave de voiture, il y a la vie des citoyens qui est en danger. Jusqu'à présent, aucune réponse. Ça fait plus d'1 an que j'alerte. L'insécurité et l'insalubrité sont les questions qui préoccupent le directeur. Le problème fondamental est un problème de sécurité en termes d'entrée et de sortie. Il y a trop de portes non fermées qui permettent à des gens de toute obédience d'entrer, de faire ce qu'ils veulent, parfois même au moment des cours, et ça perturbe. Il y a de l'insalubrité notoire ici. On nettoie dans les 30 minutes qui suivent, vous verrez des gens sortir, venir hors de l'école et jeter des papiers à l'intérieur. À la Médina, la question des bâtiments qui menacent ruine préoccupe les populations. Lundi 14 octobre, le balcon d'un immeuble s'est effondré, tuant une dame aux environs de 17 heures. Envoyer ses enfants à l'école et avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est un rêve assez profond pour les Sénégalais qui n'en ont pas encore. L'État a un plan de construction de 100 000 logements sociaux sous la direction du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Abdou Karim Fofana a ainsi pris connaissance des premières maisons témoins à Notto Diobass et à Mont-Roland. Le ministre en a aussi profité pour rappeler que les logements sociaux seront réalisés sous le sceau de la simplification des procédures d'acquisition. C'est un reportage de Isidore Alexandre Sen sur place dans la capitale du rail. Voici ce à quoi devraient ressembler les maisons qui vont sortir des terres. Après avoir visité le bâtiment témoin au circuit de Bandia, le cortège du ministre s'ébranle à Notto Diobass. 6500 logements seront construits sur une assiette foncière de 400 hectares scindée en 2 phases. L'objectif de l'État, c'est d'arriver dans les mois qui viennent à optimiser ce processus, à l'améliorer de façon à ne pas avoir d'apport personnel. Mais pour ce premier projet, comme vous l'avez vu, un apport personnel de 1 500 000 francs et des mensualités de 88 000 francs à partir de la réception qui permettent au bout de 13 ans de devenir propriétaire. Ces toits sont obtenus à des prix accessibles. Le ministre détaille les conditions d'acquisition. Donc en somme, c'est d'éviter aux Sénégalais de payer un loyer et en même temps d'épargner pour acheter un terrain ou faire son gros œuvre. Nous tous, nous l'avons vécu, j'imagine que vous aussi, comme moi-même qui ne suis pas encore propriétaire, monsieur le maire. Donc c'est une grande révolution, le logement abordable et accessible. L'autre chose, vous l'avez noté, dans ce projet, on a pris en charge la question de la mobilité. Vous l'avez vu, nous sommes juste à la sortie de l'autoroute à péage. Un peu plus loin de Notto Diobass, le Palo Yuga dans la commune de Mont-Roland, département de Tivaouane. Ici, une ville verte va émerger. Mont-Roland nous a accueillis aujourd'hui en mettant à la disposition du programme Zéro Bidonville dans sa composante 2, qui est le projet de 100 000 logements, 150 hectares, qui permettront à l'entreprise Enokio de réaliser 3 000 logements qui seront vendus aux environs de 11 millions avec le fonds de garantie du logement de l'État et toutes les facilités mises en place par l'État du Sénégal afin que les populations puissent bénéficier de ces logements dans des conditions faciles et dans des conditions étalées. Les premières habitations vont être livrées d'ici à quelques mois. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique entend construire 100 000 logements pour aider les Sénégalais moins nantis à avoir leur propre toit. Le cadastre, c'est donc la sécurité. Ouvrir une école, c'est aussi fermer une prison, disait Victor Hugo. Mais si jamais on n'arrive pas à la refermer, il faut savoir que la prison est aussi une institution utile qui nous protège de ceux qui bafouent les lois et qui ont pris les chemins escarpés. Boudal Ndiaye et Omar Bokoum ont suivi notamment la conférence de l'école d'administration pénitentiaire. Au Sénégal, 61% des personnes condamnées se retrouvent en prison dans les 5 ans qui suivent. Avec un taux de récidive aussi important, on est tenté de réfléchir sur l'efficacité de nos prisons. Ont-elles réellement une importance pour la société? La prison a un rôle d'abord de protection de la société, dans la mesure où on met hors d'état de nuire les délinquants qui ont enfreint la loi. Ne serait-ce que sur ce point, la prison est utile. La prison a un volet éducatif, un volet de réhabilitation.
pour lui permettre un retour dans la société en honnête citoyen. Pour réduire la population carcérale, il faut une justice équitable. Aujourd'hui, un jeune qui est plutôt victime de la drogue va se retrouver en prison, à mon avis, de manière très injuste. Alors que ceux-là qui, eux, sont à l'origine, qui sont les véritables trafiquants, ces gens-là ne se retrouveront pas en prison. La mort ces dernières années de certains dans les prisons sénégalaises a suscité de vives réactions. Mais pour cet inspecteur, pas besoin de dramatiser. Moi je dis qu'on meurt là où on est. Quand on meurt en prison, c'est parce qu'on est en prison. Ça ne doit pas être dramatisé. La prison, c'est la société en miniature. Cette conférence organisée par l'administration pénitentiaire a été une occasion pour le colonel Jean-Bertrand Bokandé de fustiger l'attitude des organisations des défenseurs des droits humains qui n'ont pas visité les prisons depuis maintenant 2 ans pour voir les conditions des prisonniers qui ont beaucoup évolué. Toujours dans l'actualité sociale, il y a un déficit et beaucoup de blocages dans la production des cartes d'égalité des chances. C'est dû notamment à l'indigence et au manque de moyens de la direction de l'action sociale. Nous tenons cet avis de la directrice de l'action sociale qui ajoute que des efforts sont toutefois consentis pour changer la donne et mettre en œuvre le projet. C'était au cours d'un atelier de suivi de la loi d'orientation sociale. Nous l'écoutons au micro de Aliou Kane. Les cartes d'égalité des chances, nous avions prévu d'en faire chaque année 20 000 cartes après l'émission des 50 000. Mais depuis lors, il y a eu quelques contraintes budgétaires qui ont fait qu'on n'a pas pu les émettre comme il faut. Mais nous pensons également aussi avec les services qui sont adossés à la carte, travailler avec les sectoriels dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de ces directives présidentielles pour vraiment que ces secteurs puissent prendre convenablement les opportunités que les détenteurs de cartes doivent avoir au niveau de chaque secteur, notamment au niveau de l'éducation, par une éducation inclusive, au niveau de l'environnement, par une gestion du cadre de vie, au niveau du secteur du transport, par l'enrôlement au niveau des dispositifs de transport, notamment avec Dakar Demdik, Sénégal Demdik, au niveau de la couverture maladie universelle, à travers l'enrôlement au service de la santé. Et aussi dans ce cadre, il faut aussi dire que les détenteurs de cartes aussi doivent s'inscrire au niveau de la CMU. Donc s'il n'y a pas cette inscription, ils ne sont pas affiliés. S'ils ne sont pas affiliés, ils ne vont pas bénéficier de ces services santé, mais également au niveau de l'enrôlement à la bourse de sécurité familiale. Le feu couve en Guinée. Des affrontements violents ont débouché hier sur la mort de 5 personnes. Les manifestants sont révoltés par la supposée intention du président Condé de tripatouiller la Constitution pour s'offrir un 3e mandat consécutif. La communauté guinéenne établie au Sénégal demande au professeur de droit public Alpha Condé de ne pas ruiner la paix ni la stabilité sur l'autel de ses ambitions. Alioune Gueye nous place son reportage. 5 morts et des dizaines de blessés. La situation était tendue lundi en Guinée. La communauté guinéenne établie à Dakar dénonce cette tension et appelle le président à la raison. Maintenant. C'est vraiment déplorable. Le président veut tripatouiller la Constitution et ce n'est pas normal. Il a fait 2 mandats, maintenant il doit partir. Alpha Condé, bon, en tant qu'intellectuel, on croyait qu'après son élection en 2010, il allait mettre ce pays-là sur la bonne voie, c'est-à-dire sur la voie du développement et la paix. Mais on a vu que depuis son accession à la magistrature suprême, tous ces actes et tous ces faits sont contraires à quelqu'un de démocratique. Il était un opposant. On l'avait condamné à mort. Tout le monde était contre son arrestation à l'époque. Il était resté en France et après il est revenu battre campagne pour devenir président de la République. Selon ces Guinéens, leur pays mérite la stabilité et une démocratie digne de son nom. On n'a jamais eu la démocratie. C'est la dictature. On a fait 40 ans pouvoir militaire.
Alpha Condé est venu faire 10 ans pouvoir civil. S'il aime la population, il n'a qu'à partir. Non, il n'y a pas la démocratie. C'est une parodie de démocratie. Ça, c'est pas de la démocratie quand même. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les ressortissants guinéens lancent un appel à la CEDEAO et aux autres chefs d'État africains pour que la Guinée ne sombre pas dans le chaos. Nous sollicitons l'aide de la communauté internationale. Nous ne voulons pas que notre pays bascule dans la crise. Je demande à la CEDEAO et à la communauté internationale, surtout je demande au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, et ses collègues de CEDEAO de mettre la pression sur M. Alpha Condé afin qu'il quitte le pouvoir après son dernier mandat de 2020. Le président est soupçonné de vouloir modifier la constitution pour se présenter à la présidentielle de 2020. Au cas échéant, ce serait pour un 3e mandat. Le professeur Alpha Condé est à la tête du pays depuis 2010. La sous-région est très tourmentée pendant que le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique se prépare activement à Dakar. La 6e édition est prévue les 18 et 19 novembre. Des sommités et des spécialistes sont attendus dans notre capitale. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Amadou Ba, a délivré les enjeux de la rencontre dans un contexte où des États sont ravagés par le terrorisme. Moustapha Gabar Diop et Mafalfal, reportage. Les 5 premières éditions du Forum international de Dakar ont permis d'évaluer les menaces sécuritaires en Afrique et de proposer des solutions pour un développement durable du continent. Sa prochaine édition s'inscrit dans la même lancée, mais entend aller au-delà en identifiant les mutations des enjeux sécuritaires actuels. Il faut aujourd'hui qu'on arrive vers un Davos de type sécurité. Il y a un Davos économique où les grandes réflexions peuvent naître cette année et être mises en œuvre plusieurs années après. Aujourd'hui, sur les questions de sécurité, il faut que l'on puisse faire preuve d'anticipation. Pour anticiper sur ces questions de paix et de sécurité, le Forum international de Dakar entend plus s'ouvrir au monde universitaire. Le Forum de Dakar doit se positionner ou être positionné comme un forum de haut niveau où on invitera des experts dans tous les domaines pour produire des outils d'analyse devant permettre aux dirigeants politiques de pouvoir faire face aux défis sécuritaires. Lorsqu'on parle de défense et de sécurité, chaque fois que l'on fait intervenir l'armée, ou en tout cas les forces de défense et de sécurité, c'est parce que c'est trop tard. Sous le thème « Les défis actuels du multilatéralisme », cette 6e édition doit permettre de définir de meilleurs mécanismes de coopération pour éviter de démultiplier les efforts de lutte contre le terrorisme. Nous demeurons convaincus, puisque nos autorités se sont fixées un objectif d'atteindre la paix et la sécurité avec les Africains, il faut absolument développer les capacités des Africains. Et ce développement passe par le niveau national d'abord, ensuite régional et continental, avant maintenant d'attaquer la coopération internationale. Durant les 10 dernières années, près de 2200 attaques terroristes ont été recensées en Afrique, faisant près de 11 000 morts. L'actualité internationale nous porte ce soir au Burkina Faso, en Afrique du Sud, en France et aux États-Unis. C'est un récit de Mam Abdougué Kassé. 32 ans jour pour jour après l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, ses avocats affichent leur satisfaction sur l'évolution du dossier judiciaire. C'est Maître Benewende Sankara, l'un des conseillers de la famille qui suit l'affaire depuis le début, qui l'a exprimé devant les médias. Il a affirmé que le dossier évolue. 23 personnes ont été inculpées à ce jour et les auditions suivent leur cours au tribunal militaire de Ouagadougou. L'ancien président Blaise Compaoré, qui a pris les rênes du pays après le décès du père de la Révolution, et le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef de la garde présidentielle, sont tous les deux incriminés dans ce meurtre.
En Afrique du Sud, nouveau report du procès pour corruption de l'ancien président de la République Jacob Zuma. Le procès devait s'ouvrir aujourd'hui. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin de l'entreprise française Thales pour avoir facilité l'obtention d'un contrat d'armement. L'affaire remonte aux années 90. À l'époque, Zuma ne dirigeait pas encore le pays. Pour ces faits, il a une première fois été inculpé en 2005 pour corruption, blanchiment d'argent et racket. Depuis, il y a eu une multitude de rebondissements. Les charges ont été abandonnées et réinstaurées à plusieurs reprises. En début d'année, l'ancien président a de nouveau tenté de faire abandonner ses poursuites, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières. Mais c'est sans compter sur la justice qui a relancé l'affaire vendredi dernier. En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annonce qu'il va se rendre en Irak pour discuter avec les autorités locales et les Kurdes de la sécurité des camps où sont détenus quelques 100 000 djihadistes étrangers après le lancement de l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Aux États-Unis, pour finir, le vice-président Mike Pence va partir pour la Turquie dans l'espoir de négocier un cessez-le-feu entre les forces kurdes et turques dans le nord-est du pays. Il sera accompagné par le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien et par l'émissaire américain pour la Syrie James Jeffrey. Le voyage est prévu dans les prochaines 24 heures. Nous vous l'avons déjà énoncé, un millier de journalistes et techniciens de la communication vont assurer la couverture médiatique de l'édition 2019 du Magal. Ils sont accrédités par la Commission culturelle et communication et sur le plan hébergement et restauration. Les dispositions sont aussi prises pour un séjour parfait des pèlerins qui arrivent. Nous retrouvons à Touba, la ville sainte, l'un de nos envoyés spéciaux, Amagor Robert Niang, qui est en direct. Bonsoir Amagor. Bonsoir Hassan Gueye. Effectivement, Hassan, Touba vibre et vit même au rythme du Grand Magal de Touba. Comme vous pouvez le voir sur ces images, beaucoup de pèlerins sont déjà sur place. Et c'est la grande mosquée juste derrière nous qui est le lieu d'attraction de tous ces pèlerins. Pourquoi cette grande mosquée? Parce que c'est là-bas où repose le guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba et les autres khalifes de Cheikh Ahmadou Bamba. Pourquoi? Et juste rappeler, Hassan, que d'importants dispositifs sécuritaires et sanitaires sont déployés sur le lieu saint ici à Touba. Également, et toujours en prélude au Grand Magal de Touba, la direction générale du groupe E-Media Invest a rendu visite hier lundi au Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Avant de vous rendre l'antenne, Hassan, retenez que l'éducation et la formation occupent une place importante de ce Grand Magal de Touba. Et nous y reviendrons également avec des reportages, des grands reportages avec toute l'équipe de E-Media Invest présent ici à Touba. Hassan Gueye. Merci donc Amagor Robertien, qui est l'un de nos envoyés spéciaux sur place. On vous retrouvera bien sûr demain. C'est la fin de cette édition. Dans un court instant, hier, la météo. Il nous inspire avec le professeur Songué Diouf, Khalifa Diakhaté dans Kenou Askanui. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé de main de maître ce soir cette édition. Je vous retrouve demain. Bonsoir.